Concluons donc ce chapitre sur l'adressage IP avec l'adressage IPv6. Donc on a vu à peu près l'essentiel de ce qu'il fallait voir pour l'IPv4. Maintenant, voyons l'essentiel de ce qu'il faut voir avec l'IPv6. Donc nous allons voir dans cette vidéo l'ensemble de ce que vous avez à connaître sur l'IPv6. Donc on va commencer par une petite introduction comme d'habitude. On va ensuite effectuer quelques rappels sur ce qu'on a déjà vu concernant l'IPv6 dans l'introduction, dans le premier chapitre, les fondamentaux. Ensuite, on va petit à petit déterminer les différents types d'adresses. Donc d'abord par scope, donc par étendue, unicast, multicast, anycast. On va voir également ce concept. Et ensuite, on va encore détailler donc quels sont les différents types d'adresses unicast. On va voir déjà le concept de sous-réseau ensuite, pour pouvoir parler ensuite des adresses locales de lien, des adresses locales uniques. Ils sont de type spécial d'adresse unicast. Ensuite, on verra le troisième type d'adresse unicast qui sont les adresses globales unicast. Et enfin, on verra les adresses de multicast. Donc, on a déjà parlé pas mal du passage à IPv4, de IPv4 vers IPv6. Clairement, je l'ai déjà dit, on devrait y être passé depuis longtemps, mais il y a pas mal de choses qui bloquent. Alors déjà, la première chose qui bloque, justement, c'est ce qu'on essaye de résoudre un petit peu en faisant cela ici, sur Alform, c'est de former les gens. Que aujourd'hui, il y a encore malheureusement trop de monde se dit non, l'IPv6 c'est bon, on n'y est pas encore, donc il faut pas que je l'apprenne. Bah si, il faut que tout le monde y soit préparé, parce qu'on va y passer tôt ou tard, on verra pourquoi. Donc, au final, aujourd'hui, l'IPv4... on arrive vraiment au bout de l'adressage IPv4, on arrive vraiment au bout de la pénurie de l'IPv4, donc il va devenir de plus en plus urgent de passer à IPv6, sur Internet en particulier. Donc, la notation hexadécimale, c'est ce qui a tendance à rebuter les gens pour passer à l'IPv4, à l'IPv6. C'est vrai que l'IPv4, bon, avec une notation décimale pointée, on fait les conversions en binaire assez rapidement. Et puis comme c'est sur un petit espace, la lecture semble beaucoup plus simple que l'IPv6. Vous allez voir, au final, l'IPv6 se comprend très simplement, voire même plus simplement que l'IPv4. Donc, même si aujourd'hui, pour conclure, on rencontre encore peu d'IPv6, il est essentiel de s'y former, parce qu'on va y passer bientôt, et d'autant plus que c'est très simple d'apprendre l'IPv6. On va voir ça ensemble. Donc, petit rappel sur l'IPv6. Donc une adresse IPv6 est codée sur 128 bits, ce qui résout totalement le problème de pénurie. Alors je donne quelques chiffres comme ça vite fait. 128 bits en théorie, il y a plein d'adresses réservées, etc. Mais donc en théorie, ça nous offre, même pour descendre dans des centaines d'années, imaginons qu'on utilise encore l'IP, donc ça nous donne 3,4 fois 10 puissance 38 possibilités d'adresses. Donc ça donne 340 sextillions d'adresses, on entend rarement ce terme, sextillion. Donc c'est 340 milliards, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards. Ça fait pas mal. Pour recadrer ça dans quelque chose qui est un petit peu plus humainement compréhensible, ça donne 48 quadrilliards, 10 puissance 27, d'adresses par personne dans le monde. Aujourd'hui, on est plus de 7 milliards. Soit, j'en fais rapidement nos petits calculs, de quoi changer 17 billiards, donc 10 puissance 15, fois d'IP par seconde, en 85 ans. L'espérance de vie d'une femme, par exemple, en France, ces dernières années, pour une personne qui, dans sa vie, aurait possédé 1 milliard de machines. Ça laisse de la marge. Donc, bien entendu, tout cela ne reste qu'une théorie. Il y a de très nombreuses adresses qui sont réservées. Ça, on verra, certaines qui sont réservées pour un usage ultérieur, certaines qui sont réservées pour un usage spécifique, etc. Mais de toute manière, avec une telle dimension, même en se réservant plein d'espace, il reste tout de même bien assez d'espace pour que, même si la population mondiale doublait et la population mondiale de périphériques était multipliée par 1 million, on ait encore de la marge. Donc on va voir justement que de ça découle l'unicité de beaucoup d'adresses IPv6. Donc, avant de parler de l'unicité de ces adresses IPv6, parlons déjà du scope. Donc, c'est quasi équivalent à ce qu'on retrouve en IPv4. Donc, on a les adresses unicast, donc qui permettent d'adresser seulement une interface d'un autre,
D'accord, c'est ce qu'on appelait une adresse DOT, une adresse de machine. D'accord, c'est un abus de langage de dire adresse DOT, adresse de machine, parce qu'au final un NOT peut avoir plusieurs interfaces, donc plusieurs IP. D'accord, c'est valable pour l'IPv4, c'est valable pour l'IPv6. Donc on va voir pourquoi d'ailleurs dans l'IPv6 on a tendance à moins faire cette erreur de langage et qu'on parle plus souvent d'adresse d'interface. Donc ensuite on a le multicast qu'on a déjà rencontré. Le multicast ici en IPv6 il permet totalement d'abandonner le concept de broadcast. On fera plus de broadcast en IPv6, on n'utilise que du multicast. Donc le multicast c'est une adresse qui permet de désigner un groupe d'interfaces. Et comme ça on va pouvoir s'adresser à tout un ensemble de machines en une seule fois. Alors pourquoi on abandonne le broadcast? Tout simplement parce que le broadcast c'est un véritable gâchis, ça envoie des paquets à beaucoup trop de monde, alors que le multicast au moins on peut faire en sorte qu'une interface soit libre de s'abonner à un groupe, donc à un multicast, ou de le quitter à tout moment. Donc ça, même si vous êtes sur un réseau, un domaine de broadcast qu'on aurait en IPv4, vous pouvez faire en sorte de ne pas appartenir au domaine de multicast, à un domaine de multicast particulier. Ça évitera d'avoir à réceptionner, router, etc. certains paquets inutiles. Enfin, il y a un nouveau concept introduit par l'IPv6 qui est l'Anycast. Alors l'Anycast, c'est entre l'unicast et le multicast. Donc multicast c'est pour plusieurs machines, l'unicast c'est pour une seule machine, enfin une seule interface, multicast pour plusieurs interfaces, et l'Anycast c'est pour n'importe quel membre d'un nœud, donc d'un groupe d'interfaces. Pourquoi on dit n'importe quel membre de ce groupe? C'est qu'en fait, on dit un groupe et qu'on va dire je veux le plus efficace, le plus proche, c'est-à-dire celui qui sera le plus rapide à répondre, tout bêtement. Donc ici, pour faire simple, donc ici l'Anycast par exemple, il nous permettra d'avoir une adresse pour tout un ensemble de serveurs qui offrent un même ensemble de services, comme ça ils répondront tous, ce sera le plus rapide qui répondra. Donc, enfin qui sera adressé en tout cas. Donc ensuite, allons de plus en plus détaillés. Donc on a différents types d'adresses unicast, donc pour adresser une seule machine. On a d'abord l'adresse de boucle locale. Donc ça, c'est l'adresse 2.2.1/128. Je rappelle, le 2.2. C'est ce qui veut dire remplir avec tout un ensemble de zéros. On peut l'utiliser qu'une seule fois dans l'IPv6. D'accord? Donc par exemple, si on a un 2001 2.2.32, imaginons, ça veut dire que c'est un 2001 2.0, 2.0, 2.0, etc., 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 jusqu'à 2.32, la fin. D'accord? Donc c'est logique aussi de pas pouvoir avoir plusieurs fois, les deux fois double point. Par exemple, si on faisait un 2001 2.2.32 2.2, combien de zéros on met où? On peut pas le déterminer. Donc là, on remplira grâce au fait qu'on n'utilise qu'une fois le 2.2. Donc, pour en revenir à nos types d'adresses unicast. Donc l'adresse de boucle locale, c'est le loopback, c'est le 127.0.0.1 qu'on utilisait déjà en IPv4. Rien de nouveau ici. L'adresse de liaison locale, donc link local, c'est une adresse qui est unique sur un lien donné. Donc on va détailler ça par la suite, c'est-à-dire qu'elle est utilisée que sur un lien, un réseau. On va voir qu'il y a deux types d'adresses de liaison locale. Les adresses entre guillemets purement locales, donc qui sont non routables, c'est les adresses locales de lien, ce qu'on appellera les adresses locales de lien, ou les adresses locales uniques. Donc qui sont en théorie uniques plus ou moins mondialement, on verra ça. Donc ça c'est défini dans la RFC 4193 et on va en reparler juste derrière. Et enfin, donc on a les adresses globales qui doivent être uniques dans le monde. Donc c'est celle-là qu'on utilisera sur Internet. Donc ensuite, pour le concept de sous-réseau, rien de très nouveau non plus ici. C'est le même système que pour l'IPv4 en notation CIDR. Donc c'est du slash, un chiffre, qui va donc de 1 à 128. D'accord? Donc ici, pourquoi on n'utilise pas une notation comme on l'utilisait avant le CIDR en IPv4? Imaginez un masque en IPv6. Un masque en hexadécimal.
Ça serait marrant de faire les calculs. Donc je vous ai donné un petit lien pour aller qui est très utile. Vous avez un petit tableau de les différents masques, à quoi ils ont tendance à servir. Voilà, ça fait un petit mémo. Donc les adresses locales de lien pour commencer. Donc les adresses locales de lien, c'est les adresses qui seront en FE80. D'accord, donc elles ont un préfixe de 7,1 suivi d'un 0 suivi d'un 1 suivi d'un 0. D'accord, sur 10 bits. D'accord, faites bien attention, quand je dis FE80, il reste encore 6 bits pour faire le premier octet. Il peut y avoir une petite nuance. Voilà. Mais ici, donc, l'adresse locale de lien sera toujours remplie de 0 dans les 54 bits suivants. Donc on aura de toute manière toujours FE80. D'accord? Donc préfixe 1, 1, 1, etc. 0, 1, 0, suivi de plein de 0. Donc ce qui nous donne pour les 16 premiers bits 7, 1, puis 1, 0, puis un 1, puis un 0, puis encore 6, 0. Donc FE80. Dans les faits, on considérera que ces adresses sont en /64 du coup, vu qu'on remplit de 0 jusqu'à 64, et que de 65 à 128, c'est ça qui nous permet de donner l'adresse de l'interface spécifique. Donc dans le monde, toutes les adresses de local de lien auront leurs 64 premiers bits qui seront égaux, et ensuite les 64 bits suivants permettent de désigner une interface. Alors du coup, là on a beaucoup moins de liberté. Elles sont pas censées être uniques dans le monde, d'accord? Sauf que, on est quand même là sur 64 bits. Donc ce qu'on va faire généralement, en fait, on va générer automatiquement cette dernière partie grâce à l'adresse MAC. Donc on a quelque chose qui est presque unique dans le monde. Dans les faits, on considérera que c'est pas du tout unique. Ce sont des adresses totalement locales, donc non routables, donc elles ne seront utilisables que sur les réseaux de niveau 2, donc les segments réseau, c'est-à-dire un lien réseau ou un domaine de broadcast. C'est tout. On va jamais router des adresses IPv6 qui commenceront par FE80. Jamais. FE80 jusqu'au /64. Hein. Donc rempli de 0 jusqu'au /64. Donc, ces adresses peuvent être allouées automatiquement, comme je vous l'ai dit le plus souvent à partir de l'adresse PAC, ou vous pouvez l'allouer manuellement. Ces adresses sont requises sur toute interface sur laquelle IPv6 est activé. On garde bien en tête, sur une interface, quand IPv6 est activé, on aura toujours plusieurs adresses IPv6. On aura toujours une adresse locale de lien et d'autres adresses qui pourront s'ajouter pour communiquer au-delà d'un réseau de niveau 2, donc pour pouvoir avoir des paquets routés, etc. Donc, au final, vu qu'on peut configurer cela manuellement, ces adresses sont uniques sur un lien uniquement, ce qui permet, en théorie, à un hôte d'utiliser la même adresse pour plusieurs interfaces. D'accord ? Si, à partir du moment qu'elles ne sont pas sur le même domaine de broadcast. Bien entendu, elles doivent être uniques sur un domaine de broadcast, ça c'est indispensable. Donc dans les faits, on fera cette méthode assez rarement tout de même. Et bien entendu, cela ne permet aucun sous-réseau. En fait, cela ne permet quasiment rien de ce qu'on a au niveau 3. Donc en fait, elles sont indispensables pour utiliser des protocoles qui sont liés à IPv6, donc des sous-protocoles d'IPv6 comme le NDP, on va en reparler par la suite, ou des protocoles liés à IPv6 comme le DHCPv6. Donc on a besoin d'une adresse locale de lien, et de toute façon on en aura toujours une, pour avoir une adresse unicast qui nous permettra de communiquer avec d'autres machines, donc d'être routable, grâce à un DHCP. D'accord ? Donc ensuite, les adresses locales uniques. Alors unique, c'est encore à mettre entre guillemets, on va voir pourquoi. Donc, elles vont toutes commencer soit par FC00 en /7 ou FD00 en /8. On va voir pourquoi. Donc comment elle se décompose déjà ? Son préfixe, c'est toujours les 7 premiers bits, donc les 6 premiers bits qui sont à 1, et un bit de plus à 0. Donc ça établit, ceci est une adresse locale unique. Ensuite, on a le L, donc le L, c'est pour justement dire si c'est local ou pas. Sa valeur sera 1, donc c'est un seul bit. Sa valeur sera 1 si l'ID global, donc on va voir ce que c'est juste après, est assigné localement, ou si elle est assignée par une autorité supérieure, elle sera à 0.
Donc dans les faits, si la valeur de ce L est à 1, ce ne seront pas des paquets qu'on pourra utiliser dans un domaine plus grand. D'accord? Donc généralement, si elles sont à 0, c'est des utilisations sur Internet, etc. Donc en fait, ici, cette adresse, ça va être l'équivalent des plages d'adresses privées, donc 192.168, etc., de l'IPv4. Donc elles sont utilisées, elles sont faites pour être utilisées sur un réseau à soi, et c'est tout, sur les réseaux locaux. Donc, l'ID global, c'est l'identifiant unique, en théorie, de l'organisation. Donc justement, si le L est à 0, c'est bien qu'il y a une assignation non locale, donc ils sont censés être uniques, cet ID global. Sinon, si le L est à 1, cet ID global est choisi pseudo-aléatoirement, d'accord, par l'organisation généralement. Alors, dans les faits, il n'y a pas d'autorité d'assignation des ID globales, etc. Il y a bien des tentatives de les référencer sur certains sites, etc. Mais c'est juste un référencement, donc ça ne garantit pas du tout l'unicité de votre ID global. Et de toute façon, les adresses locales entre guillemets uniques ne sont pas faites pour être uniques au niveau mondial. Elles sont faites pour être uniques pour votre organisation. D'accord ? Donc ensuite, du bit 49 au bit 64, c'est ce qui va nous permettre d'établir notre sous-réseau. La taille, évidemment, ici est variable. Et du 65 à 128, ça va être ce qui va nous permettre d'établir les interfaces. Là, ici, dans les faits, on a 64 bits pour l'interface, 16 bits pour le sous-réseau. Donc ça nous laisse quand même pas mal de possibilités pour le subnetting et le nombre d'hôtes sur chaque sous-réseau. Là, justement, on n'a plus toutes les contraintes qu'on avait, qui nous ont imposé de faire du VLSM, etc. Alors, ensuite, on a les adresses globales unicast. Donc là, c'est les vraies adresses uniques. Donc les adresses globales, c'est celles qui sont routables sur Internet. Donc, si on reprend notre hiérarchie, on a d'abord le 1.128. Donc là, il est que dans notre machine. Ensuite, on a donc les FE80 en /64. Donc ça, c'est celles qui sont que sur un réseau de niveau 2, donc un domaine de broadcast ou un lien. Ensuite, au niveau au-dessus, on a celles qui seront uniques que sur notre ensemble de réseaux de notre organisation, donc qui ne sont pas routables sur Internet. Et ensuite, on a les adresses globales, donc qui sont censées être uniques mondialement, et qui donc sont assignées par une autorité, etc., et qui sont donc routables sur Internet. Donc dans les faits, on sera en 2000 en /3, donc faites attention, /3 ça veut pas dire que 2000/3, ça veut pas dire que le premier octet est forcément à 2000. D'accord ? On a différents préfixes qui vont établir comment on utilise cette adresse. Donc justement, dans les faits, qu'est-ce qu'on a ? On a donc 1/8 de l'espace total d'adressage IPv6 qui est utilisé dans les faits. La plupart sont en 2001 en /16. Donc là, on aura toujours le premier octet à 2001. Il y a des exceptions. Vous pouvez aller voir le lien que je vous mets juste après. Donc, pourquoi on utilise qu'un 1/8 ? Déjà parce que c'est largement suffisant. Et puis, ça permet de limiter la taille des tables de routage. Donc, elles sont, ces adresses, assignées par bloc du alors, petite faute de frappe de ma part. Donc, voilà qui est corrigé. Donc, du /23 au /12 par les registres Internet régionaux. Donc bien entendu sous l'autorité de l'IANA. Donc je vous ai mis le lien justement dont je vous parlais tout à l'heure. Vous pouvez cliquer dessus. Vous verrez donc les différentes adresses à qui elles correspondent à quel registre Internet régionaux. Donc un exemple, SFR détient le bloc 2001 4C18 en /32. D'accord ? Et donc ces adresses sont routables sur Internet. Moins d'un autre 8e, lui, est réservé. Donc par exemple, vous avez les adresses en 2002/16 qui sont les adresses 624. Donc c'est les adresses qui permettent d'acheminer le trafic IPv6 via un ou plusieurs réseaux IPv4. On a besoin pour la compatibilité. Toutes les autres adresses routables, donc les adresses globales, etc., c'est-à-dire plus des 3-4,
des 3/4, pardon, sont actuellement réservées pour un usage ultérieur. Donc elles ne sont pas utilisées. Elles seront éventuellement utilisées dans un futur assez lointain, mais elles ne sont vraiment pas pour l'instant. Donc si on décompose, on a notre préfixe sur les 48 premiers bits. Ensuite, on a notre sous-réseau et notre interface. Bien entendu, les tailles de sous-réseau, d'interface, on peut les changer en fonction du masque. Là, c'est un exemple. Donc ensuite, et pour finir, les adresses de multicast. Donc elles, ce seront les adresses qui seront en FF/8. D'accord? Donc c'est pour ça FF00, après le 00, à la place du 00, la valeur peut changer. Parce qu'on est en /8, on est sur la moitié d'une partie. On est sur un octet, et cela représente donc la moitié d'un de nos groupes. À chaque fois, nos cat-lane désignent deux groupes, un groupe de 2 octets. Donc FF, c'est bien le /8. Donc le multicast, ça va être propre à l'application. C'est-à-dire, je prends un exemple, l'adresse FF02 2 points 2 points. Donc là, 2 points 2 points, ça veut dire qu'on remplit avec des zéros. 1 2 points FF00 2.0. Vous aurez remarqué déjà à l'oral, c'est un petit peu plus long à dire les IPv6. En /104 donc, c'est l'adresse de multicast. Ce sont les adresses de multicast qui permettent de découvrir l'adresse MAC d'un hôte dont l'adresse IPv6 est connue. Donc ça, on fait ça grâce au NDP, le Neighbor Discovery Protocol, qu'on utilise avec IPv6. Donc comment ils sont composés? Donc on a un préfixe sur 8 octets, sur 8 bits, pardon. 8 octets, ça aurait été un petit peu long, sur 8 bits. Ensuite, on a un drapeau, donc de 4 bits. Les 3 bits les moins significatifs sont définis par la RFC 4291. Je vous invite à aller la consulter. Là, à votre niveau, c'est pas extrêmement important. Le bit le plus significatif, lui, n'est pas utilisé. Il est réservé pour un usage ultérieur. Et enfin, donc, on a le scope, qui est le domaine de validité de cette adresse multicast. Donc, lui est codé sur 16 bits. Et enfin, on a le groupe, donc l'adresse du multicast dans le fait. Donc cela conclut notre présentation de l'adressage IPv6. On aura donc vu les différents types d'adresses, les éléments à connaître sur l'IPv6 et le subnetting. Vous aurez vu que le subnetting, vu les espaces qu'on a, on n'a pas spécialement à se prendre la tête sur quelles sont mes limites, etc. Et il y en a très peu de limites. Donc voilà, au final, vous aurez bien vu que l'IPv6 est beaucoup plus simple que l'IPv4 en pratique. Voilà. Donc d'autant plus que les interfaces où IPv6 est valable ont forcément plusieurs adresses IPv6 pour différents usages. Donc au final, votre interface peut parfaitement cumuler les différents types d'adresses unicast, donc une adresse globale pour communiquer avec Internet, via Internet, une adresse locale unique pour communiquer sur votre réseau, et une adresse locale de lien pour communiquer sur son domaine de broadcast. Voilà, elle cumulera les trois via la même interface. Donc ceci est quand même extrêmement pratique et va nous résoudre pas mal de soucis. Donc cela conclut également notre chapitre sur l'adressage et va nous permettre de pouvoir passer directement à de la pratique plus concrète sur du matériel Cisco, donc avec le routage IP cette fois-ci. Donc on va encore parler un petit peu de théorie, CCNT on fait, CCENT on fait pas mal de théorie, et ensuite on pourra passer directement à la pratique dès la deuxième vidéo. Voilà, donc je vous donne rendez-vous tout de suite pour cette suite.